Bonsoir à tous, vous regardez RTI 1, voici le titre de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi avec le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Amontano. Les échanges ont permis de faire le point de la situation du Conseil de l'Entente. Plusieurs questions relatives à la visibilité de l'institution dans le concert des organisations sous-régionales ont été soulevées. Aux États-Unis, le Premier ministre a échangé avec les administrateurs de la Banque mondiale sur les programmes Vision 2030 et Côte d'Ivoire solidaire. Patrick Achi a également fait un plaidoyer de soutien au secteur privé ivoirien. Plusieurs personnalités de haut rang ont marqué leur intérêt pour soutenir la mise en œuvre du programme de développement. Et puis, des administrateurs du groupe de la Banque mondiale ont affirmé à Yamoussoukro leur satisfaction de voir des projets extraordinairement réussis dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Dans le district autonome de Yamoussoukro, le PGDEC permettra d'améliorer l'employabilité de 1530 jeunes, hommes et femmes confondus. Merci de regarder notre chaîne. Il était ce mercredi à la présidence de la République. Le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a engagé Marcel Amontano à œuvrer pour un Conseil de l'Entente beaucoup plus visible. Le témoignage de Viviane Aïma. Après sa nomination et sa prise de fonction dans ses nouvelles charges de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le 4 janvier dernier, Marcel Amontano a été reçu ce mercredi 16 mars au palais présidentiel par le président de la République qui lui a fixé les grandes orientations de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chefs d'État de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je le remercie également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente et attirer l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ces orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'État que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente reste à ce jour l'ancêtre de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines. Les pays fondateurs sont le Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le Togo a adhéré au Conseil de l'Entente en 1966. On se rend maintenant aux États-Unis où le Premier ministre Patrick Achi était ce mercredi au Congrès américain. Le chef de gouvernement et les membres de sa délégation ont été reçus par Gregory Meeks, le président de la Commission des affaires étrangères du Congrès, récemment en visite en Afrique de l'Ouest. Au cœur des échanges, l'accélération des projets de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sur le point de la sécurité et des investissements. Et justement, au siège de la Banque mondiale, le Premier ministre a exposé devant le conseil d'administration de l'institution. Patrick Achi est revenu sur les avancées du pays en matière de développement, mais surtout sur les efforts menés par la Côte d'Ivoire et la sous-région ouest-africaine pour lutter contre le terrorisme. Les détails de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. À l'agenda bien chargé du Premier ministre ce mardi à Washington, cette visite de travail à la Banque mondiale. Patrick Achi expose devant le conseil des administrateurs de l'institution sur la vision 2030 du gouvernement ivoirien. Le Premier ministre porte surtout un plaidoyer intense, celui d'un accompagnement plus efficace au développement d'un pays riche de potentiel.
La Côte d'Ivoire a su assurer une transformation socio-économique, assurer une unité et établir une vision sur un nouvel horizon. Nous voulons continuer cette dynamique extraordinaire et nous voulons même l'accélérer. Nous voulons aller plus avant pour donner à notre pays et à nos concitoyens le pays et la vie qu'ils méritent. Nous nous réjouissons du partenariat constructif et fructueux que nous maintenons avec la Banque mondiale. Autre point clé, celui d'un accompagnement pour un secteur privé plus fort, gage une employabilité des jeunes. Alors c'était un honneur et un plaisir de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre dans les locaux du conseil d'administration de la Banque mondiale. Il a partagé avec les administrateurs de la Banque mondiale la vision pour une Côte d'Ivoire solidaire, les différents programmes que nous avons avec la Côte d'Ivoire, le rôle du secteur privé dans le développement du pays, l'importance de la gouvernance pour que le pays puisse avancer, mais également le contexte géographique difficile dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire avec ce qui se passe à la fois au niveau des pays du Sahel, mais également les défis autour de la région du Golfe de la Guinée. Nous avons énormément appris au cours de ces échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Côte d'Ivoire, certainement, c'est le moteur de la croissance dans l'espace géographique de l'Afrique occidentale, mais je dirais même au-delà que par conséquent, nous allons renforcer davantage notre coopération à la fois technique et financière avec la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Un peu plus tôt, le Premier ministre était au siège du groupe Exim Bank US qui veut renforcer son partenariat dans le pays en soutenant le plan national de développement. Madame la Présidente nous a assuré que la vision du président de Côte d'Ivoire 2030, le plan national de développement, en particulier dans les aspects qui concernent la transformation de nos matières premières pour les intégrer dans la chaîne de valeur mondiale, sont des secteurs qui les intéressent. Également des secteurs qui concernent la lutte contre la désertification et les changements de climat et bien d'autres secteurs sur l'énergie, sur les transports et qui mettront bien sûr tout en œuvre pour accélérer le niveau des échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis qui méritent d'être améliorés significativement. Elle vient donc de prendre son poste et donc je suis le premier, comme elle l'a dit, à lui rendre visite et ce privilège va se transformer quelque part dans des relations beaucoup plus renforcées avec la Côte d'Ivoire et avec le secteur privé ivoirien et américain. Le chef du gouvernement a réaffirmé la nécessité de rehausser et d'accélérer le niveau d'échange entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et ici, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yamoussoukro, la Banque mondiale se dit satisfaite de la mise en œuvre du PGDEC, le projet emploi jeunes et développement de compétences. Un peu plus de 1500 jeunes dont l'âge varie entre 18 et 35 ans vont pouvoir en bénéficier en termes d'employabilité. Le projet va coûter 1,110 milliard de francs CFA. Léon Pro. Face à la Banque mondiale et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Huguette affiche la bonne santé de sa pâtisserie, entreprise qu'elle a montée sur financement du PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. J'ai reçu un financement de 2 millions 100. J'ai 3 stagiaires. Il y a une qui finit pratiquement en avril qui sera embauchée de mon entreprise. Cap sur le CITA, le centre d'innovation des technologies de l'ANACAD. Parmi les employés de cette usine de transformation de la noix de cajou, toujours à Yamoussoukro, des compétences issues du PGDEC. Du statut des stagiaires, aujourd'hui je suis un embauché CDI. Merci aux initiateurs du projet PGDEC parce que grâce à eux aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins, à payer mes cours, continuer d'étudier, à aider ma famille. Avant ces visites, rencontre mission de la Banque mondiale, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Sont évoquées les modalités pratiques du PGDEC et son impact. 1530 bénéficiaires contre 1180 jeunes visés au départ du projet en 2017. 300 dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. En appui à la création d'activités génératives de revenus, nous avons eu 240. En création d'associations villageoises de paniers de crédit, 200. Création de micro et petites entreprises, 40. Et mise en incubation et projets agroalimentaires, nous avons eu également 40. Des résultats fort appréciés par la Banque mondiale qui annonce le PGDEC 3. Le PGDEC 3, avec près de 150 millions de dollars qui seront investis les prochaines années,
100 000 jeunes qui seront impactés directement, 300 000 jeunes qui seront impactés donc indirectement. Dans la conjoncture internationale actuelle, ça ne peut être une bonne nouvelle. Nous avons tous été très positivement impressionnés par les réalisations, l'avancée, l'ampleur, l'engagement des participants. Donc je pense que mes collègues et moi-même repartirons avec une vision extrêmement positive de tout ce qui a pu être mis en place. Et donc évidemment pour nous ça sera d'autant plus simple pour défendre les prochains dossiers. Plus d'1,108 milliard de francs CFA déjà investis dans le PGDEC par de la Banque mondiale, 94%, et le reste, l'apport du district autonome de Yamoussoukro. Autre chose à présent, après le passage d'une tornade dans la localité d'Abongwa, plusieurs familles se sont retrouvées dans la rue. Des familles qui ont reçu la visite de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Au nom du gouvernement, Miss Belmondogo est allée leur apporter des vivres et des non-vivres à hauteur de 15 millions de francs CFA. L'éclairage de Franck Quadio. À Abongwa, région de Lamé, sud-ivoirien, plusieurs familles sont plongées dans la tristesse depuis cette fin d'après-midi du 26 février dernier. Une violente tornade a décoiffé plusieurs habitations, des commerces et même l'école primaire. Aujourd'hui, plusieurs familles sont sans abri. Environ de 18h-19h par là, ma femme m'a appelé que vraiment la tâche est partie. Donc à ma grande surprise, quand je suis arrivé, j'ai constaté les faits. Le groupe scolaire du village n'a pas échappé à la furia du vent. Plusieurs bâtiments sont sans toiture. Enseignants et parents sont bien inquiets. Nous avons dans notre établissement ici 4 salles de classe qui sont dévastées. Il y a pratiquement 2 salles de classe qui sont inutilisables. Et nous faisons main et pieds pour que les enfants puissent venir à l'école. Dans la même dynamique, à Abongwa, la mobilisation solidaire a été forte. Des âmes généreuses hébergent aujourd'hui plusieurs sinistrés. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est venue soulager ces populations éprouvées. Des vivres composés du sac de riz, de l'huile, du sucre, entre autres, et de la laiterie, composés de diverses commodités telles des matelas et même des numéraires au bénéfice des victimes et de leurs bienfaiteurs. Montant estimé 15 millions de francs CFA. Les dégâts corporels et matériels sont importants. Je pense à maman Atsecho Henriette, blessée alors qu'elle tentait d'échapper à la violence du vent. Au total, 2 femmes blessées, 91 familles déplacées, des écoles partiellement détruites et de nombreuses personnes impactées indirectement. Chers parents d'Abongwa, en ces moments douloureux, c'est d'abord aux victimes que vont toutes mes pensées, aux hommes, aux femmes, aux jeunes écoliers qui ont tous vu pour certains leurs maisons détruites, pour d'autres leurs commerces emportés et pour nos enfants leur école décoiffée. Face à ce désastre, je tiens à vous exprimer la compassion et la solidarité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui m'a dépêché cet après-midi auprès de vous à Abongwa. Nous aurons dû venir au lendemain du drame, mais nous avons dû faire face à des drames à Abidjan. Nous sommes ici ce soir avec vous pour vous demander pardon pour le temps mis avant de réagir. Le porte-parole des sinistrés a remercié l'émissaire du gouvernement conduit par le Premier ministre Patrick Hachi, cadre de la région. Plus de 103 habitations ont été endommagées par la tornade. On continue à parler des sujets de société avec plusieurs ménages à faible revenu qui bénéficient de l'attention d'une association et d'une banque alimentaire. Les 2 entités s'intéressent aussi à l'école primaire publique de Togoniéré dans le département de Ferkessé-Dougou. Ils ont distribué des kits alimentaires et offert des dons en numéraire. On retrouve encore une fois notre reporter Franck Quadio. Vivres et numéraires pour plusieurs familles démunies de Togoniéré dans le département de Ferké, nord du pays. L'association Wokala, ou Notre Cause en langue Sénoufo-Palaka, fait parler la carte de la solidarité et du partage. L'association et son partenaire, l'ONG Banque Alimentaire de Côte d'Ivoire, veulent ainsi contribuer comme alternative complémentaire aux initiatives publiques contre la pauvreté
et le difficile accès à l'alimentation. L'association s'engage donc à recueillir auprès de la BACI, c'est-à-dire la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, des denrées alimentaires, des vivres et des non-vivres qui seront destinés uniquement aux populations éligibles, notamment les familles vulnérables, des personnes en difficulté dans le cadre d'un accompagnement social. Il s'agit des cantines scolaires dans le cadre du soutien à la scolarisation de l'enfance d'une part, d'autre part, à l'éducation des enfants des couches les plus défavorisées de la population, à la promotion du maintien de ces enfants en milieu scolaire. L'action de ce jour, à travers l'association Wokala, n'est que la première étape d'une série d'actions qui visent à l'installation durable des activités de la Banque alimentaire dans la région. Elle n'achète rien, ne vend rien, mais redistribue via un réseau de relais locaux le stock des denrées alimentaires issues de l'aide de partenaires industriels et de la grande distribution, ainsi que de la collecte annuelle auprès des particuliers. Des dons tournés vers le développement communautaire, les populations démunies, mais aussi les tout-petits, l'école primaire publique du village bénéficie aussi de l'attention des donateurs. La directrice de l'établissement a reçu des dons en vivres pour la cantine et aussi en numéraire pour soutenir les enseignants. Mes chers enfants, mes élèves, faites en sorte de toujours mériter tous les sacrifices que vos parents font pour vous. Que cette année scolaire vous permette de vous surpasser et obtenir encore de meilleurs résultats. Quant à vous, M. Kossomina Daniel Ouattara, vous êtes un véritable artisan de développement. Autorité administrative, le secrétaire général représentant le préfet de région, représentant du président du conseil régional, ont validé l'initiative. La région du Tchologo est donc engagée pleinement et totalement dans le changement structurel initié sous le leadership éclairé du président de la République en harmonie avec sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. De nombreux efforts sont en train d'être faits pour non seulement rattraper le retard, mais encore plus faire de sorte que toutes les difficultés clairement identifiées soient bientôt un lointain souvenir. En témoignent les avancées notables dans les domaines de l'électricité, de l'éducation, de la santé, de la construction des bâtiments à usage administratif et bien d'autres actions et réalisations à l'actif de le ministre d'État, président du Conseil régional du Tchologo, M. Téné Birahima Ouattara. L'association Wokala existe depuis novembre 2020. Son champ d'intervention, les zones rurales dans lesquelles l'association entend renforcer l'aide aux communautés affectées par les menaces diverses causées entre autres par le changement climatique, la transhumance bovine transfrontalière et le terrorisme à caractère religieux. Nous sommes dans le nord du pays et nous y restons avec les populations du département de Ouangolodougou qui témoignent leur reconnaissance à tous ceux qui contribuent au développement de leur territoire. Plusieurs serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire étaient récemment à l'honneur au stade de la localité. On en parle avec Kader Sogodogo. Élus, chefs traditionnels et de communautés, guides religieux, les populations du département de Ouangolodougou ont envahi le stade municipal pour une cérémonie dédiée à la reconnaissance. Il s'agit de saluer la contribution des serviteurs de l'État en mission dans leur localité qui auront, de par leur sens élevé du management et du devoir, apporté un bien-être aux populations. Le préfet du département, Jean-Pierre Sori, fait partie de ces personnalités. L'homme nous a séduits depuis son arrivée à Ouangolodougou. D'abord comme sous-préfet de Kong, secrétaire général et préfet par intérim dans la même localité. Administrateur chevronné, il a su allier administration, humanisme, culture à travers les jeux d'alliance pour donner un sens à la fonction de représentant de l'État. Le célébré est nommé préfet de région du Tchologo. Il a des mots pour Ouangolodougou. J'ai énormément appris à Ouangolodougou et mon expérience de la vie et de la profession s'est élargie. Car Ouangolodougou, c'est à la fois le poste d'observation, mais aussi le terrain d'action où on peut accomplir de grandes choses.
Cette cérémonie était placée sous le patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birema Ouattara. Il s'associe pleinement à l'initiative. Soli Jean-Pierre est un modèle pour nous tous, pour qu'on puisse s'en inspirer. Pour nous les élus également, pour nous les frères et sœurs, pour tous les préfets. Témoignages, chants et danses. Ce n'est pas tous les jours que l'unanimité se fait autour d'un serviteur de l'État. Wangolo Dougou veut célébrer le bon exemple. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 16 mars 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 1515 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 16 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 81 626 cas confirmés, dont 80 758 personnes guéries, 796 décès et 63 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 450 273. Le 15 mars, 13 762 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 10 551 708 doses du 1er mars 2021 au 15 mars 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé était récemment dans les localités de Tieni et Famfala, dans la région du Folon. Ces deux villages sont désormais raccordés au réseau électrique national. Gaoussou Touré était également aux côtés des populations de deux localités du chef-lieu de Samatigila. Plusieurs actions à caractère social et sanitaire ont été posées. Le commentaire de Moussa Konaté. Des poteaux électriques dans les rues. Ce rêve des populations de Famfala dans la sous-préfecture de Goulia, région du Folon, est devenu réalité. La localité a désormais la lumière à la grande joie des élus et cadres. Même ambiance à Tieni, dans la sous-préfecture de Minignan. Connectées maintenant au réseau électrique, les populations ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Toutes les localités donc, de plus de 500 habitants seront électrifiées. Et nous avons la chance, donc, dans notre région, la région du Folon et dans le district de Denguélé, d'avoir des localités donc, qui répondent à ces critères-là. Nous retournons très satisfaits et très contents de ce qu'on a vu. Parce que la lumière fait partie de ce que tout le monde recherche. Et dès que nous avons de l'électricité, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent venir en même temps. Bien avant les fêtes de la lumière dans ces localités, le ministre-gouverneur a procédé à l'inauguration du foyer polyvalent de Sokouraba et du centre de santé de Bougoussa, deux villages du département de Samatigila. C'est un exemple de ce que nous recherchons. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que les cadres s'impliquent dans le développement du district pour que très rapidement on arrive à vaincre la pauvreté. Parce que si les gens sont en bonne santé, ils peuvent bien travailler et nous donner les résultats que nous souhaitons. Durant sa tournée dans les différentes localités, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a sollicité l'union des cadres du Denguélé afin de contribuer au développement du district. L'exploitation du bois au-delà du 8e parallèle et le sciage à façon sont des pratiques interdites en Côte d'Ivoire. Malheureusement, certains individus continuent aujourd'hui encore de s'adonner à cette violation du couvercle forestier. Et pour donner la riposte, une brigade spéciale de surveillance et d'intervention a été mise en place. Notre reporter Eugène Atoubé était au cœur de leur quotidien pendant quelques heures. Voici son reportage. 2 camions immobilisés puis sécurisés par des agents des eaux et forêts. Les conducteurs qui ont pris la clé des champs sont aussitôt pris en chasse. La scène se passe sur la route de Fengolo, village de la sous-préfecture de Morondo dans le département de Kani, région du Ouorodougou. L'ouverture des portes arrière des camions laisse découvrir des chargements de madriers. Ce sont des planches issues du sciage à façon. Le contenu entier de ces camions sera systématiquement saisi au nom du code forestier qui interdit l'exploitation frauduleuse du bois. L'exploitation au-dessus du 8e parallèle, dans la zone dans laquelle nous sommes en ce moment, est interdite. C'est grave
de savoir qu'il y a plus de 60 à 100 pieds qui ont été détruits pour confectionner un seul chargement de cette remorque. Et c'est ce qui nous touche le plus, parce que le désert il est en train d'approcher. Le changement climatique il est présent. Nous devons faire en sorte de tout mettre en œuvre pour que cette activité cesse. La saisie de cette quantité importante de planches est à l'actif des éléments de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Nous retrouvons les éléments de cette brigade dans un autre village de la région du Ouorodougou, Séguin, à 5 km de Guibrosso. Ils ont été informés de la présence de plusieurs lots de planches appartenant à des scieurs clandestins et prêts à être chargés à bord de camions vers leur destinataire. À Fengolo comme à Séguin, les scieurs à façon ont quitté depuis bien longtemps leur périmètre d'exploitation et abandonné leurs marchandises. Les éléments de la brigade spéciale ne se découragent pas pour autant. Ils affichent à chaque opération la même détermination et la même abnégation, que ce soit en zone forestière ou en zone savanécole, de jour comme de nuit. Comme ici, à Bengéville, ce dimanche à 21h. Dans leur mission de lutte contre l'exploitation frauduleuse du bois et son abattage, dans les périmètres non autorisés par les services compétents, les agents de la brigade spéciale ont effectué une importante saisie de planches. Oui, là vous avez autour de 17 000 et 18 000 planches sciées de façon clandestine dans nos différentes forêts. En termes monétaires, il faut dire que c'est autour de 100 millions. La population est très souvent hostile à nos actions. C'est un travail de sensibilisation qui doit être fait, de sorte que toute la population puisse être impliquée dans la lutte contre la déforestation. La brigade spéciale de surveillance et d'intervention espère des populations une franche collaboration pour obtenir de meilleurs résultats. Si ces éléments arrivent à opérer d'importantes saisies, les scieurs à façon récidivent toujours. Une menace pour la préservation du peu qui reste du couvert forestier ivoirien. Un reportage de Jeanne Toubé à revoir sur RTI 1. On parle maintenant de politique. L'heure était à la célébration dans la commune de Songon où les militants du RHDP ont rendu un hommage au président de la République. En toile de fond, il s'agissait pour eux de remercier le chef de l'État pour sa confiance accordée à 2 fils de la région qui intègrent le conseil politique du RHDP. Des militants qui n'ont pas manqué de saluer les actions de développement du président Alassane Ouattara. On regarde les temps forts de la célébration avec Issa Chonayo. La population de Songon, reconnaissante au président de la République Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement de la Côte d'Ivoire et pour la nomination de 3 de leurs cadres, notamment le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, nommé premier vice-président du directoire du RHDP, Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, et Aloboué Osé et Nangui Dampierre, respectivement secrétaire national chargé des cultes chrétiens et membre du conseil politique. Si vous imaginez ce que c'est que le RHDP et que vous voyez que le président nous a confié le poste de numéro 2 après mon frère, ami et aîné Kafana, c'est un grand signe qui interpelle. Je voulais passer le message à mes parents pour leur dire qu'attention, il y a un grand signe qui est apparu et que nous devons nous mobiliser. Songon a bénéficié de nombreuses actions de développement du président de la République. De quoi réconforter Begré-Mambé qui a appelé la population à le soutenir dans sa politique de construction de la Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux pour voir. La Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire changera. Mais le président Alassane se bat tous les jours, pour que la Côte d'Ivoire soit encore meilleure qu'avant. C'est la seule conscience que nous devons avoir de la politique du président Alassane. Il se bat pour que la Côte d'Ivoire soit meilleure qu'avant. Il rejoint parfaitement le président Houphouët-Boigny, qui dit, moi, ma grande richesse que je cherche, c'est d'avoir des hommes et des femmes à qui je vais confier ce pays, de sorte à ce que quand je m'en irai, ils fassent mieux que moi. Quand un homme dit ça, c'est un grand homme. Aucun développement ne peut se faire sans paix. Le ministre-gouverneur a donc exhorté l'ensemble des militants du RHDP de Songon à être des artisans de la cohésion. Les partis politiques ne sont pas faits pour s'entrer, déchirer. On ne fait pas la politique pour insulter. On ne fait pas la politique pour ridiculiser. On fait la politique pour aimer,
pour compétir et pour avoir les meilleures idées de développement. Robert Begremambé avait à ses côtés pour cette cérémonie d'hommage au Galéon, président honoraire des chefs agents du village de Songon-Kassamblé. Par ailleurs, membre du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Dans l'actualité hors de chez nous, la Cour internationale de justice, le plus haut tribunal de l'ONU, a ordonné ce mercredi à la Russie de cesser sans délai son invasion de l'Ukraine. Elle a aussi ordonné à la Russie de veiller à ce qu'aucune unité militaire ou armée qui serait sous sa direction ou son influence ne poursuive des actions militaires en sol ukrainien. Une mesure qui a visiblement pour but d'empêcher que la Russie ne fasse appel à d'autres pour continuer ses objectifs. Sur le banc de 15 juges, 2 ont voté contre les principales mesures provisoires ordonnées, soit ceux de la Russie et de la Chine. Selon la décision de la CIJ, la Russie et l'Ukraine doivent aussi s'abstenir de tout acte qui risquerait d'aggraver le différend ou d'en rendre le règlement beaucoup plus difficile. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et que la paix soit avec vous.